Donc vous voudrez bien excuser mon élocution si elle se fait pâteuse, mais les nuits chinonaises sont parfois difficiles. Voilà. Bon, là vous avez une illustration, parce que je me suis dit, bon, on va pas les laisser comme ça sans image, parce que tout le monde en a. Oui, voilà, donc je vous ai préparé ça. Alors ça dit un certain nombre de choses du propos qui va suivre, donc un propos philosophique qui ne s'appuie pas sur des connaissances pointues sur le XVIe siècle. C'est pas du tout mon domaine. Moi, je suis 18e et je m'intéresse au système philosophique de l'époque. Néanmoins, on me demande gentiment chaque année quel est ton avis sur Rabelais et alors Rabelais et la guerre, Rabelais et le langage, Rabelais et cette année l'obscène. Alors normalement c'est l'obscène et Rabelais pour moi parce que la question m'intéresse. J'ai intitulé cette conférence Que montre l'obscénité rabelaisienne. Que montre l'obscénité rabelaisienne. Alors hier j'ai discuté un petit peu avec Jean Martin, qui est un bon ami. Et il m'a dit, alors tu sais, tes conférences c'est bien, mais je comprends les 2 premières minutes, après je comprends plus rien. Alors j'ai dit, voilà, écoute, je vais essayer de faire court et démonstratif, et voilà. En fait, je ne vais pas être démonstratif, je vais être monstratif. Vous savez que les philosophes commencent toujours par se poser la question de qu'est-ce que l'essence, le ci, le ça. Bon, alors on est évidemment à la recherche de signification ou de structures de signification qui peuvent se déplacer sans trop de dommages à travers les époques, mais qui, bien entendu, alors pour le coup, parfois taillent à la serpe leurs objets et sont moins, scrupuleuses avec eux que ne le sont les chercheurs comme Stéphane, qui eux vont chercher dans la virgule, etc. Donc moi, je fais ce que je sais faire, donc je vais continuer comme ça. Donc on va commencer très simplement. Je vais juste mettre 2-3 petites choses en place pour cette question de qu'est-ce que l'obscène. Et puis après, on va attaquer le sujet rabelaisien par un biais qui m'a un petit peu sauté au visage en relisant Rabelais dans cette perspective aujourd'hui et qui est représenté ici pour certains qui ont reconnu. Vous savez de quoi il doit s'agir, bien sûr. Donc, qu'est-ce que l'obscène? Alors, pour les besoins de la démonstration et pour répondre le plus simplement possible, je vais avoir besoin d'un petit accessoire. Et qu'est-ce que j'en ai foutu de ce truc? Ah, voilà. L'obscène, c'est ça. Voilà. Alors, non, vous trompez pas. L'obscène, ce n'est pas ça. Ça, c'est pas obscène en soi, bien sûr. En soi, ce bidule pourrait être inséré dans nombre de discours, bien sûr. Donc, éducatif, sociologique, je pourrais être un marchand d'articles pour sex shop. Voilà. Alors là, on serait en train de discuter, oui, c'est fait en quoi, ça va passer tous les tests allergènes, bon, etc. Ok. Donc évidemment, c'est ce genre de discours, passer un éventuel premier moment de surprise ou de comique dans l'assistance tel que vous l'avez eu, déchargerait, si j'ose dire, l'objet de tout contenu évocateur ou provocateur. Non, ce qui est obscène, c'est ça. C'est-à-dire, c'est le geste, c'est l'acte qui consiste à vous mettre sous le nez ce que vous ne sauriez voir et dont vous eussiez préféré qu'il restât éventuellement caché. Bon, ok, là j'en vois qui commence à loucher, alors vous savez quoi, je vais le remettre à sa place. Voilà, hein, ça on est... Bon, je vous sortirai tout à l'heure si vous voulez. Bon, voilà, mais comme ça, vous voyez, c'est un petit teasing, comme ça vous êtes obligé de suivre. Donc, il y a 3 éléments constitutifs de l'obscène, acte ou discours. Le discours, ici, étant entendu comme un acte second. Premièrement, il y a l'ostension. C'est-à-dire, je montre, je déploie sous vos yeux, je force un objet dans le champ de votre perception. Et ici, le paradigme, c'est-à-dire la forme la plus forte, la plus essentielle, c'est évidemment le visible. Par sa puissance, par l'immédiateté de la sidération qui vous saisit. Ça peut être aussi un autre type de signe qui fait référence à un visible second, c'est-à-dire un imaginaire. Donc, premier point, l'obscène, il n'y a pas d'obscène sans ostension. Deuxièmement, alors je ne sais pas comment appeler ça, alors j'ai nommé comme ça, il y a l'ostendu. J'appelle comme ça l'objet sidérant qui est montré, non seulement parce que c'est rigolo, mais parce que le champ sémantique de l'ostentio en latin, l'action de montrer, élude à peu près complètement ce qui est montré. Alors, sinon peut-être la forme ostentum qui signifie aussi le prodige, n'est-ce pas? Donc vous avez un exemple là. Donc ici, le paradigme, la forme essentielle, etc., c'est le sexe, bien sûr, mais ça peut être aussi un comportement, un geste ou un objet en rapport avec lui. L'infamis digitus qu'on a vu hier avec Dali est littéralement un ostendu. Donc on pourrait dire là, les choses obscènes, c'est les obes en scène en quelque sorte. Bon. Donc l'ostension, l'ostendu. Troisième point,
sans laquelle il n'y a pas de structure ni de dispositif d'obscénité, l'intention. L'ostension obscène doit avoir une intention. Donc à cette question, il est facile de répondre que puisque l'effet de l'obscène est toujours plus ou moins de choquer celui qui regarde ou le destinataire, cet effet est aussi la fin ou l'intention que vise celui qui dit ou fait des obscénités. Donc il cherche à provoquer une stupeur, un choc, une sidération, une sorte de scandale qui commence souvent, pas toujours, comme nous le verrons, par un grand éclat de rire. Hein, c'était votre réaction quand j'ai sorti ce billet. Comme vous avez pu l'expérimenter, l'ostension du sexe, ou de son représentant bien entendu, si j'ose dire, provoque deux choses, le rire et ou le scandale, hein, même si notre tolérance au scandale a beaucoup augmenté dans notre civilisation actuelle, à bien des égards tristement obscène. Ce double effet relève de l'intention obscène. Donc, l'obscène est le procédé par lequel on dit que Rabelais vise et obtient ce type d'effet. Et comme on l'a vu tout au long de ce festival, hein, on trouve effectivement dans son texte un très grand nombre de couillons, de culs, de merde, de pisse, de paix, de virolets, de braguettes pris à pic, remplies comme cornes d'abondance, toutes choses censées choquer, mais aussi faire rire, ou même qui font rire parce qu'elles choquent d'ailleurs. Donc il y a là comme une sorte de syndrome littéraire de coprolalie, hein, une jouissance scato-uro-ano-génito-illogique, qui pourrait faire de Rabelais un parfait gibier de psychanalyse si l'on ne comprenait pas la logique consciente peut-être de ce comportement ou de cette écriture. Donc arrêter l'obscène rabelaisien à ses obscénités, c'est réduire Rabelais à sa caricature. C'est-à-dire cette caricature qui a fait surréagir, et j'emploie le mot à dessein, les bourgeois bienséants du 19e, dont parlait tout à l'heure Stéphane. Confère ce fameux jugement de Lamartine que vous connaissez sans doute tous, mais qu'il est bon de rappeler dans son cours de familier de littérature, donc c'est 1858, imaginez-le fulminant. Parlons de Rabelais, le génie ordurier du cynisme, le scandale de l'oreille, de l'esprit, du cœur et du goût, le champignon vénéneux et fétide, né du fumier du cloître du Moyen-Âge, le pourceau grognant de la Gaule, se délectant dans sa bauge immonde, faisant rejaillir avec délice les éclaboussures de sa lie sur le visage, sur les mœurs et sur la langue de son siècle. Waouh! Alors on a envie de lui dire, mais pète un coup, Lamartine, suspends ton vol, ça ira beaucoup mieux. Facile de se moquer, mais pourtant, je pense que Lamartine, d'une certaine façon, touche juste, et très justement, lorsque dans son cri du cœur, ou plutôt son cri du haut le cœur, il s'exclame « Rabelais, le génie ordurier du cynisme ». Le génie du cynisme, qu'est-ce que c'est? C'est l'esprit, ici le mauvais génie, le mauvais esprit, l'esprit même du cynisme comme ressuscité. Ça m'a interpellé, ça m'a obligé à regarder, à chausser mes lunettes différemment des autres années où, voilà, philosophe de service, historien de la philo, allez, Rabelais et les philosophes. Alors qui on trouve? On trouve Héraclite, on trouve Platon, on trouve Aristote, enfin on les trouve à peu près tous. Et pourtant, les cyniques, on ne les rencontre pas comme ça. Il faut aller les débusquer au détour des pages ou des prologues, etc. Donc de cyniques, point. J'en avais pas vu. Comme le souligne une commentatrice de Rabelais, qui s'appelle Michel Clément, que j'ai découvert à l'occasion de cette recherche, quiconque considère la résurgence du cynisme à la Renaissance pénètre un domaine vaste, mais laissé en friche par les philosophes, je plaide coupable, et délaissé des littéraires. Alors, je me suis donné pour mission d'essayer d'éclaircir un petit peu cette friche, hein, à grands coups de serpe, mais quand même, après, les gens continueront. Alors, qu'est-ce que c'est que le cynisme? C'est une école philosophique de l'Antiquité, et pour la caractériser très simplement, très vite, dans son positionnement par rapport aux autres écoles, c'est en quelque sorte l'aile gauchiste, l'aile radicale du socratisme. Hein? Et oui, c'est un élève de Socrate, un des plus fameux, l'autre, le plus fameux, étant évidemment l'aile droite, Platon, bien sûr. Hein? Bon. Alors, le fondateur du cynisme serait un élève de Socrate, Antisthène, qui avait pour surnom Aplos Kunon, qui signifie le vrai chien, ou le simplement chien, le chien dans toute sa splendeur. Et un élève célèbre d'Antisthène, héritant de ce surnom de chien, prend une importance particulière dans la trame du texte rabelaisien, notamment dans le tiers-livre. J'ai nommé Diogène le cynique, Diogène de Sinope, ou tout simplement Diogène le chien. Hein? Le philosophe au tonneau. Alors là, vous le voyez représenté dans une barrique. En fait, c'était une amphore, mais bon, ça n'a pas vraiment d'importance. Ouais, c'est pratique. Ouais.
Dans le prologue du tiers-livre, Rabelais avertit son lecteur que l'ouvrage, je cite, « un joyeux quart de sentence pantagruélique » peut licitement être appelé diogénique. De fait, l'attitude cynique semble bien un fond commun à divers personnages importants, Panurge, Frère Jean, mais ici, c'est Rabelais lui-même qui s'assimile à Diogène, au point de laisser entendre que le pantagruélisme, en fait, ne serait rien d'autre qu'un diogénisme. Alors pourquoi? C'est une bonne question. Ne pouvant poser la question à d'éminents spécialistes, puisque, comme vous l'avez compris, la question est plus ou moins abordée, plus ces dernières années, mais laissée un peu en friche, je me suis dit, nous allons suivre, comme un bon chasseur, la piste du chien. Alors, suivant la piste du chien, puisque l'animal emblématique de ces philosophes, les cyniques, nous y invite. Alors, les philosophes cyniques, les philosophes chiens, n'est-ce pas, jouaient pour se qualifier ainsi sur l'équivoque du lieu où ils se réunissaient, dans le gymnase du chien, le cynosarge, le cunosarges, et sur les qualités particulières de l'animal, dont en grec le nom se dit kuon kunos, le chien. Alors le cynosarge, cunosarges, était un lieu réservé aux demi-citoyens. Bon, c'est un gymnase, hein, aux demi-citoyens athéniens bâtards, nés d'un père citoyen et d'une femme étrangère, par exemple comme Antisthène, comme Diogène, et il était dédié, ce qui a une certaine importance, à Héraclès, lui-même demi-citoyen de l'Olympe, puisque demi-dieu, et dont les attributs principaux sont la force physique, mais, on l'oublie aussi souvent pour se concentrer sur sa musculature imposante, la force morale, c'est-à-dire une forme de liberté par rapport à toute chose, qui est pour les Grecs un souverain bien, puisque seuls les dieux sont réellement autonomes dans le mot qu'on emploie aujourd'hui. D'un autre côté, cette fois-ci, suivons le chien est un animal sympathique, affectueux avec ses maîtres et ses amis, mais redoutable envers ses ennemis, et qui se comporte aussi avec une impudence que l'on n'accepte que de lui. Il pisse où il veut, il chie de même, il copule dès qu'il en a l'occasion, ou l'envie, dans la plus grande simplicité. De cette double caractéristique, les cyniques vont faire leur emblème. Cultivant comme Héraclès la force physique et mentale grâce à l'ascésis, à l'ascèse et à la frugalité, libres comme lui à l'égard de toute chose, à commencer par les richesses qu'ils rejettent, les plaisirs du vulgaire, les fausses grandeurs qui ne sont pas liées au savoir ou à la vertu, les liens sociaux artificiels, les comportements s'éloignant de la nature, il joue aussi dans la cité, grâce à tout cela, le rôle du chien. Je cite. Alors maintenant, à partir de maintenant, je vais citer souvent une source par laquelle on connaît les cyniques et leurs travaux, leurs dits et leurs faits, on va dire. C'est bien entendu un autre Diogène, Diogène Laërce, qui nous explique les fonds de... pardon, excusez-moi. C'est parce que c'est... Ok. Alors je vous recommande la lecture de Diogène Laërce, c'est une mine sur la philosophie ancienne et c'est un vrai régal, c'est un bonheur de le lire. Donc Vie et sentence des philosophes illustres. Comme on lui demandait ce qui lui valait le nom de chien, Diogène répondit « Ce qui me donne, je les caresse de ma queue. Ce qui ne me donne pas, je les poursuis de mes aboiements. Quant aux méchants, je les mords. » Donc Diogène, c'est un peu le poil à gratter de la cité, hein. Fameux pour ses réparties, fameux pour ses railleries et ses injures contre les notables, contre les puissants, contre les orgueilleux, mais aussi fameux pour sa propension à montrer par l'exemple que la nature, physis, vaut mieux que la loi sociale artificielle, nomos. Donc cette opposition classique chez les Grecs entre nature, loi, structure, la pensée et surtout la pratique cynique. Et ça a une véritable importance parce qu'ici, le théorique cède le pas aux pratiques. C'est-à-dire le pratique est une affirmation du théorique à destination de celui qui regarde. Et c'est pas simplement dans mon coin, je travaille intelligemment, une fois que j'ai fini, j'essaie d'adapter ma pratique à. Donc l'obscénité cynique servait à nous faire prendre conscience de cette opposition. Par exemple, une manière sans détour que Diogène avait de démontrer la supériorité de la nature, c'était de se masturber sur la place publique. Ou de faire, comme le dit Rabelais, la chaussette au soleil. En s'exclamant, pour commenter son action, « Ah, si seulement en se frottant le ventre, on pouvait aussi calmer sa faim !» Galien rapporte une autre anecdote. On raconte de Diogène qu'un jour, ayant demandé à une courtisane, donc une prostituée, une pornée, de venir le trouver, comme elle se faisait attendre, il donna lui-même avec la main un libre cours à la semence. Quand la courtisane arriva, il la renvoya, lui disant « Ma main t'a devancé en célébrant l'hyménée. » Voilà. Donc il faut imaginer Diogène déambulant sur le Cranéion, Cranie, la colline d'Athènes, où se trouvait son tonneau, hirsute,
les cheveux longs, le tribone plein de trous. Le tribone, c'est son manteau, demi-manteau replié, avec sa besace et son bâton, indifférent aux moqueries, en train d'apostropher les passants. Un jour, il s'écria « Oh là, des hommes !» Tandis que des gens s'attroupaient, Diogène les frappa de son bâton, en disant « C'est des hommes que j'ai appelés, pas des ordures. » Oui, bah oui. Donc oui, le cynique est un philosophe sévèrement burné. Il faut bien le dire. D'ailleurs, cynique, c'est pas pour rien. À la recherche des hommes véritables. Donc pourtant, ne croyez pas que ce comportement-là lui valait des ennuis ou que des ennuis. Hein. Il était très apprécié, adoré des Athéniens comme un sage capable de rappeler la vertu à autrui par son exemple et non par un pseudo-savoir, en s'éloignant ainsi des sophistes et s'éloignant de ceux qui allaient devenir les philosophes académiques, ceux que nous étudions avec beaucoup de componction. Voilà. Donc quand il lui arrivait de se faire rosser parce que ça lui arrivait, hein, forcément, les jeunes prenaient sa défense et malheur à qui avait touché au sage. Alors suivre la piste du chien nous ramène à Rabelais. Ben oui. Comme vous le savez, depuis le prologue de Gargantua, bien évidemment, l'image est battue, rebattue, brisée et rebrisée, Rabelais présente le chien comme la bête la plus philosophe du monde. Avec l'interprétation cynisme dans la tête, on voit cette formule un petit peu différemment. Alors bien sûr, c'est une reprise de Platon, il n'y a pas de souci. Au livre 2 de la République, Platon dit que les chiens ont un naturel philosophe. Bon, pourquoi ? Parce qu'ils savent reconnaître d'instinct l'ami de l'ennemi. Donc, c'est comme les gardiens qui doivent être dans la cité, des bons gardiens comme des chiens, et reconnaître l'ami de l'ennemi. Mais l'expression utilisée par Rabelais est plus intéressante que ça. Il dit « la bête la plus philosophe ». Et je pense que là, il faut entendre davantage et dire que, oui, pour Rabelais, peut-être que le philosophe par excellence est le chien. Il est chien, par excellence. Et donc là, vous avez un passage du chien philosophe, c'est-à-dire chien au naturel philosophe, Platon, au philosophe chien, philosophe analogue à un chien. Donc là, nous voyons bien se profiler derrière la figure de Socrate, le Silène, ces héritiers turbulents du socratisme que sont les cyniques. Turbulents, mais pourfendeurs du véritable désordre introduit dans la cité par les vices contre nature. Joyeux, mais terriblement sérieux quand il s'agit de se battre contre eux. Alors pour se battre, qu'est-ce qu'il faut ? Des armes, bien sûr. Il faut une arme. L'arme favorite du cynique dans ce combat contre l'ordre artificiel, le nomos de la cité, et donc pour lui contre le vice qui découle de cet artifice, c'est la même chose. C'est un petit mot qui apparaît comme ça à la Renaissance, dont certains philosophes récents vont faire un grand cas. C'est encore ici la source de Diogène Laërce que je sollicite. Comme on lui demandait à Diogène ce qu'il y a de plus beau au monde, il répondit le franc-parler. Le franc-parler. Alors le franc-parler, pour lui donner son nom grec, c'est parésia, le dire vrai. Parésia. C'est l'élément central de la pratique cynique. C'est un rapport assez particulier à la vérité, un dire vrai direct, socialement déterminé, incarné par des figures fortes, un dispositif critique dirigé contre les faux monnayeurs des valeurs. Bon, ça, je ne l'explique pas, mais il y a aussi un truc avec la fausse monnaie chez Diogène. Une sorte de marteau nietzschéen avant l'heure, si vous voulez, avec lequel on fait résonner les vérités admises et ceux qui les comportent pour voir s'ils sonnent creux ou pleins. Diogène, par exemple, citation, disait s'étonner que nous fassions résonner une marmite ou un plat, quand vous allez en acheter au marché, mais que pour un homme, nous nous contentions seulement de le voir. Diatribe critique, parésia. Dialogue provocateur, parésia, mais aussi comportement scandaleux, telle est la parésia cynique, concept complexe, qui est fait à la fois de situationnisme, on dirait comme ça aujourd'hui, c'est-à-dire performance publique, on se masturbe, on copule en public, Cratès, le disciple, fera ça. On mange à la vue de tous, et ça aussi c'est choquant, hein. Mais aussi philosophique, hein, mi-situationniste, mi-philosophique, c'est-à-dire en fait lié à une théorie de la vérité et de son accouchement à l'époque, hein. Mais ici son accouchement par, ouvrez les guillemets, la formule de Platon, un Socrate devenu fou. Donc à la Renaissance, on tente d'acclimater la parésia grecque en français, on traduit diversement audace, franchise, franc-parler, licence. On fait des jeux de mots, parésia, parisien. Peut-être la gouaille du Titi est une espèce d'héritière lointaine de la parésia. Bref.
Rabelais utilise aussi une fois le mot, c'est un pax dans le Gargantua, mais le mot ne mordra pas sur la langue. La pratique parésiaste, en revanche, mord très fort contre les fausses valeurs chez Rabelais, qui met en scène ces différents aspects, et notamment certains aspects obscènes, mais pas forcément dans le sens qu'on pourrait le penser. À la fin du prologue du tiers-livre, donc ça c'est une illustration, hein, c'est Rabelais, hein, vous voyez, avec Diogène. Alors probablement il lui fait lire ses bouquins dans son tonneau, puis il montre peut-être ça, puis il tend le doigt comme ça, il montre quelque chose. Bon. À la fin du prologue du tiers-livre, ceux qui sont invités à boire au tonneau de Rabelais Diogène, hein, ne sont pas les simulateurs et les hypocrites, les vieux singes qui font la grimace, la moue, comme il dit, mais les gens de bien. Alors, c'est qui les gens de bien? Ceux qui boivent au tonneau, je cite, franchement, librement, hardiment, comme des goutteux de Frantalois. Donc ici, vous avez toutes les valeurs de la parésia cynique: sincérité, authenticité, courage et liberté. Il faut y ajouter aussi cette manière, alors je dirais mi-figue, mi-raison, de dire ou d'écrire les choses, qui est une manière à la fois sérieuse. On va dire des trucs, attention, c'est pas juste pour rigoler, mais on va le dire d'une manière rigolarde. Et ça, les Grecs ont un mot pour cela aussi. Ils l'appellent le spoudaio geloion, qui est une manière de s'exprimer en ayant l'air de rien, en disant des choses sérieuses, mais en faisant rire quand même. Une espèce de rire, un petit peu en demi-teinte comme ça. Ouais. Ça va devenir la satire, hein, ou la comédie morale, bien sûr. Ça va alimenter toutes sortes de choses comme ça. Mais le spoudaio geloion n'est pas, ouvrez les guillemets, et j'insiste là-dessus en fait, parce que c'est ça qui différencie, à mon sens, disons dans l'interprétation que je fais, un Rabelais platonisant d'un Rabelais cynique, d'un Rabelais diogénique. Donc il n'est pas un texte à message. Pour en finir avec, faut-il chercher le haut sens, le bas sens, la moitié du sens, que vaut l'herméneutique ici comme clé pour un texte pareil? Moi ça m'a toujours un peu travaillé. Donc c'est pas un texte à message, qu'est-ce qu'elle est? Elle reste et veut être un objet, c'est-à-dire un scandale, quelque chose qui est placé là, devant vous, comme l'eau de bidule tout à l'heure, et qui, pof, a un impact sur vous. Donc l'obscénité cynique, et donc par hypothèse ici, je vais dire l'obscénité rabelaisienne, elle est paradoxale, elle est déroutante pour qui s'en tient à des interprétations platonisantes de Rabelais. En vain y cherche-t-on un plus haut sens. Elle n'a pas besoin de contenir un message qui devrait être dévoilé, une doctrine ésotérique, une moelle substantifique qu'on aurait pu présenter à la limite sans son os. C'est le propre des doctrines ésotériques que de pouvoir être présentées directement. Bon. L'allégorisation, le sens figuré ou le double sens serait alors convoqué, et c'est ce qu'on fait assez souvent, pour sauver Rabelais de son propre texte, comme s'il n'avait pas pu vouloir à ce point être obscène, car de ces obscénités, finalement, on ne sait que faire. Or, l'obscénité cynique n'appelle pas une herméneutique. Alors, herméneutique, c'est un mot compliqué pour dire, mais qu'est-ce qu'il a bien voulu dire par là? Ou faire, hein? Donc, ça n'appelle pas une herméneutique qui sauverait les bassesses en les tirant vers le haut, hein, parce qu'elle n'en a pas besoin. Elle est immédiatement, l'ostension obscène, comprise sans passer par la case concept. Et c'est précisément en cela que consiste sa démonstration. Si vous y êtes sensible, c'est que vous venez de saisir le hiatus qu'il y a entre ce que la nature exige de vous et la façon dont la société vous a désappris à le ressentir, au profit d'une contenance artificielle. Donc je vais prendre deux exemples en relation avec les deux effets de l'obscène mentionnés plus haut. Donc il va y avoir un exemple, disons, qui est plus général que rabelaisien, et puis un exemple rabelaisien aussi, mais cette fois-ci, bon, je vous garde le truc, pas de spoiler. Donc, le rire et le sexe, vous avez vu tout à l'heure, on a dit, voilà, dans l'intention, l'effet de l'ostension, de l'ostendu et de l'intention, c'est le rire et ou le fait d'être choqué, le scandale. Bon. Donc entre le rire et le sexe, évidemment, et on l'a encore vu tout à l'heure, il y a une connivence qui est soulignée par toutes les cultures et tous les mythes. Donc en fait, l'ostension du sexe en elle-même n'est pas obscène. Hein, c'est le dispositif qui la rend obscène. Donc des mythes de Mésopotamie, donc Jean Bottero a étudié ça, des mythes japonais, en passant par la Grèce aussi. Ces mythes se ressemblent. Il est question de dieux ou de déesses affligés qui retrouvent la joie à l'occasion d'une ostension du sexe.
Donc en Grèce, par exemple, il s'agit du mythe de Déméter, qui est un mythe fondateur des mystères d'Éleusis. On en a quelques témoignages, dont un qui est très précieux, parce qu'en fait, c'est Clément d'Alexandrie, un père de l'Église, un père grec, du IIe siècle après Jésus-Christ, qui nous rappelle en quelques mots l'histoire. La fille de Déméter, Perséphone, a été, vous devez connaître sans doute, la fille de Déméter, Perséphone, a été enlevée par Hadès, conduite aux enfers. Bon, sa mère donc est désespérée. Accessoirement, les hommes aussi, parce que Déméter est une divinité chthonienne, c'est une divinité de la terre, donc des récoltes. Donc tout le monde crève la dalle en fait. Elle fait, il fait plus son boulot de. Voilà. Donc elle reçoit l'hospitalité d'une habitante d'Éleusis, qui est Bobo, Bobo, qui lui offre un breuvage, le Kikéon. Le Kikéon, c'est une sorte de smoothie aux herbes. Un truc de bobo, quoi. Mais Déméter, alors je cite Clément, et Déméter dédaigne le prendre et refuse de boire, plongée qu'elle était dans son deuil. Très chagrinée, Bobo se croit méprisée, et découvrant ses parties, elle les montre à la déesse. À cette vue, Déméter, toute réjouie, accepte enfin, non sans peine, le breuvage, enchantée qu'elle avait été du spectacle. Donc Clément d'Alexandrie cite plus précisément un passage attribué à Orphée lui-même, et rapporte les 5 vers qui évoquent donc le geste de Bobo. Ayant ainsi parlé, Bobo retroussa son péplos pour montrer de son corps tout ce qu'il y a d'obscène. Le jeune Niakos, qui était là, tout en riant, agitait la main sous le sein de Bobo. La déesse alors sourit dans son cœur. Elle accepta la coupe au reflet bigarré où se trouvait le Kikéon. Alors il y a d'autres versions du mythe, c'est un super mythe ça. La déesse est désespérée, on t'arrive, tiens, coucou la voilà, ouah, putain, ça, bon, allez, c'est bon. Ce serait bien. Donc il y a d'autres versions du mythe, mais la structure est la même. Une femme, Bobo, Yambé, enfin bref, montre son sourire vertical à une divinité affligée, qui en rit de bon cœur, et une situation bloquée se débloque. Alors, mutatis mutandis, vous avez, mais c'est pas tout à fait le même truc. Mais bon, une version détournée de cet épisode, au chapitre 17 du tiers livre, où Panurge et Épistémone vont prendre conseil chez la Sibylle de Panzou. À la fin, la vieille sur le perron de sa porte se retroussa robe, cotte et chemise jusqu'aux aisselles et leur montra son cul. À quoi Panurge répond, par le sang mogoi de bois, voilà le trou de la Sibylle. Alors, allusion à la grotte où la Sibylle de Cume rendait ses oracles. Bon. Donc dans le mythe, le rire et le sexe sont immédiatement partagés et ils créent un lien de communauté universel et authentique. Donc voilà, on n'est pas dans une obscénité, mon Dieu, bon, pas du tout, ça il faut l'apprendre. Dans le contexte chrétien, le lien, non pas entre le sexe et l'obscène ici, mais entre le rire et l'obscène, est réaffirmé, mais cette fois-ci pour être dénoncé comme vicieux. Alors ici je prends un exemple qui est proche de celui de Rabelais, c'est Erasme, traité sur l'éducation. Je cite Erasme. Rire d'un mot ou d'un acte obscène, obscene dictis aut factis aridere, marque un naturel vicieux. L'éclat de rire, ce rire immodéré qui secoue tout le corps et que les Grecs appelaient pour cela le secoueur, n'est bienséant à aucun âge, encore moins à l'enfance. Il y en a qui, en riant, semblent hennir, c'est indécent. Nous en dirons autant de ceux qui rient en ouvrant horriblement la bouche et en se plissant les joues, en découvrant toute la mâchoire. C'est le rire d'un chien. Le visage doit exprimer l'hilarité, sans subir de déformation, ni marquer un naturel corrompu. Si. Alors, écoutons ici ce que dit précisément Erasme. Erasme ne dit pas il ne faut pas rire. Il dit il faut rire comme il faut. C'est très différent. Et non pas, évidemment, d'une manière qu'il ne faut pas jamais, comme un chien qui découvre sa mâchoire et ses dents. À l'obscénité des propos et des actes répond alors l'obscénité du rire, comme si brutalement l'animalité venait crever à la surface du visage, comme un stigmate de notre nature corrompue. Rappelons sur ce point, évidemment, qu'avant le péché originel, il n'y a pas d'obscénité. Et ça, c'est les plus grands docteurs de l'Église qui nous le rappellent. Saint Augustin nous dit ainsi qu'Adam et Ève, au jardin d'Éden, se trouvaient nus sans éprouver la moindre gêne, et que l'obscénité n'apparut qu'après le péché originel. Je cite Saint Augustin, donc cité de Dieu, 14-23, de tout ce qui, à propos de ses membres, aurait touché la manière de penser de qui se les représente, on aurait conversé librement, sans aucune crainte d'obscénité. Sine ullo timore obscenitatis. Il n'y aurait même pas de mot qu'on aurait appelé obscène. Même pas de mot. Donc la représentation ici, c'est la représentation de quoi? De la corruption de la nature. Et avant que la nature soit corrompue, il n'y a pas d'obscène.
Hein, il y a un corps créé par Dieu qui est tout à fait, qui est quasi glorieux, en quelque sorte. Hein. Donc l'exhibition des organes génitaux dans le geste obscène est une façon, en réalité, d'en rappeler l'innocence originelle ou, ce qui est la même chose, la culpabilité acquise, qu'on va voir soit dans la suite du récit religieux mythique, hein, là, soit la suite, évidemment, des actes de ce Dieu mortel que sont les sociétés, de ces dieux mortels que sont les sociétés. Donc dans la construction sociale, vous allez voir apparaître une construction de l'obscène, en fait. Donc il s'agit, en faisant rire, de ramener l'affaire à de plus justes proportions, si je puis dire, et de faire prendre un peu l'air, si ce n'est la lumière, à ces prisonniers injustement tenus à l'ombre des culottes. Du point de vue de la nature, la réaction la plus juste et la plus naturelle est de rire, d'accepter l'innocence de ce qui est montré, et de reconnaître que si nous nous retenions de rire, ce serait par convenance. C'est quelque chose que nous avons appris, c'est le nomos. Bon. Toutefois, et c'est pour ça qu'on ne peut pas s'arrêter au rire, c'est pour ça que non seulement le scandale est appelé, mais il faut qu'on soit scandalisé aussi. Il faut que l'obscénité continue d'avoir pour nous un caractère obscène, pour que l'on puisse mesurer l'écart entre l'hypocrisie sociale et ce que demande la nature. Cet écart, c'est précisément celui que mesure et que permet de parcourir l'ascèse cynique dans son chemin vers la liberté par rapport à toute chose. On se déleste d'un certain nombre de choses, et c'est pas du tout évident de faire une ascésis comme ça, de se discipliner, de laisser tomber ses richesses, de laisser tomber sa grandeur sociale, de tout, jusqu'à laisser tomber finalement ce qui devrait nous paraître naturel, mais qui ne l'est pas, qui est aussi une construction, la pudeur. Hein ? Donc le rire ne nous vient pas sans scrupule lorsque nous rencontrons l'obscène. Jamais. On rit, mais toujours un petit quelque chose qui... Voilà. Alors on va prendre un second exemple ici. Un exemple d'obscène très ambigu, très paradoxal, peut-être scandaleux. L'obscène scabreux, choquant, qui ne nous fait pas rire sans une certaine gêne. Donc dans le Gargantua, Panurge, donc le nom, hein, Panourgos, signifie capable de tout faire. Et c'est vraiment le truc. Donc Panurge, étourdi de ses succès parisiens, jette son dévolu sur une dame de la haute, qui est très belle, très dévote, très mariée, et qu'il essaye de séduire par toutes sortes d'expédients vulgaires, notamment en lui montrant sa braguette en mode « j'ai quelque chose de bien pour toi ». Et ben c'est exactement ça, hein, vous lisez le texte. Et en essayant même de l'acheter par la promesse de richesse, hein, 2 boules d'or et un beau lingot. Comme s'il se fût agi d'une prostituée de luxe. Bref. La belle est rebelle, devant ce qu'on appellerait aujourd'hui une drague relou. Hein. Panurge se fait conduire fermement, malgré une dernière tentative, parodie d'amour courtois, où il glisse à la dame un rondeau, un poème, parsemé d'équivoques obscènes, le tout de son cru. Vous l'avez pas celle-là ? Dommage. Bon. S'ensuit alors, à mon avis, l'épisode le plus obscène de toute œuvre de Rabelais. Pour se venger, Panurge a tué une chienne en chaleur. Il a récupéré ses organes sexuels qu'il a coupés en petits morceaux. Et à l'église, alors que la dame lit son rondeau, il les sème sur sa robe et observe les effets de son mauvais tour. Alors bien entendu, le texte vaut la peine d'être cité. Tous les chiens qui étaient en l'église, les revoilà, nos cabots, accourent à cette dame pour l'odeur des drogues qu'il avait épandues sur elle, petits et grands, gros et menus, tous y venaient, tirant le membre, et la sentant et pissant partout sur elle. Et Panurge les chassa quelque peu, et prit congé d'elle, et s'en alla en quelques chapelles pour voir le déduit, pour voir l'amusement, l'effet de son tour. Car ces vilains chiens la conchiaient toutes et compissaient tous ses habillements, tant qu'il y eut un grand lévrier qui lui pissa sur la tête, et lui culottait son collet par derrière, les autres aux manches, les autres à la croupe, et les petits culetaient ses patins. En sorte que toutes les femmes de la hauteur aient beaucoup à faire à la sauver. Et Panurge de rire dit à quelqu'un des seigneurs de la ville « Je crois que cette dame est en chaleur », ou bien que quelques lévriers la couvertent fraîchement. Partout où elle passait, les chiens frais venus la suivaient à la trace, pissant par le chemin où ses robes avaient touché. Et tout le monde s'arrêtait à ce spectacle, considérant les contenances de ces chiens qui lui montaient jusqu'au col et lui gâtaient tous ses beaux accoutrements, qu'elle ne sut y trouver remède, sinon s'en aller à son hôtel. Et chien d'aller après, et elle de se cacher, et chambrière de rire. Alors cette dernière phrase est rajoutée dans l'édition de 1534, et chambrière de rire. C'est intéressant ici que Rabelais ait pensé renforcer son effet en introduisant encore une fois ce rire, mais de quel rire s'agit-il? Alors eh bien, écoutez, je vais peut-être vous surprendre, mais je pense que le tour de Panurge ici n'est plus dans l'orbite du cynisme, du tout même, malgré son obscénité.
Lui qui passera son temps à pleurer dans le tiers-livre contre les malheurs du cocuage, essaie de corrompre une femme mariée et devant son refus, il se venge ignominieusement. Alors avec notre regard contemporain, faisons un petit peu d'anachronisme, Panurge a tout du violeur de fin de banquet qui ne sait pas que non c'est non, et qui s'obstine à mettre sa braguette sous le nez de sa proie, en assurant qu'au fond, elle aussi ne demande que ça. Mais prenez le texte, hein, vous allez voir, c'est exactement de ça qu'il s'agit. Ici, le viol est symbolique, mais il est d'autant plus ignoble qu'il est accompli par procuration par des chiens. Alors, ce passage, parfois, est interprété, platonisme, hein, comme une attaque contre l'Église, dont la haute dame serait une personnification, le haut sens. Ça permettrait de sauver, en quelque sorte, la dignité du personnage Panurge ici, en lui donnant le beau rôle du cynique imprécateur, accusant les vices de l'Église prostituée, dissimulés sous une vertueuse apparence, hein, avec l'arsenal de l'obscénité. Eh ben non, je ne suis pas d'accord. Ce passage me semble au contraire caractéristique d'un ratage de la posture cynique, mise en danger par un élément toujours présent dans cette posture, mais caché sous la raillerie et le rire qu'elle provoque. Le chien cynique devient ici un sale cabot. Le rire n'est plus franc, mais jaune. Une gêne s'installe. On se sent presque honteux en se représentant ce spectacle. Pourquoi ? Certainement parce qu'on sent que la dame ne mérite pas ce traitement dégradant. Qui le mérite ici ? Celui qui croit qu'il va recevoir des coups de bâton, c'est Panurge, hein, qui s'esbigne en filer des coups de bâton. C'est lui qui le mérite. Et il le sait, l'animal, non pas pour avoir fait étalage de sa braguette mirifique, il n'est pas là l'élément obscène, bien sûr, mais pour avoir méprisé la fermeté du refus au nom d'un désir sans mesure, qu'il ne contrôle pas lui-même. Donc là, il ne veut pas choquer du tout, hein. Sa posture, elle n'est pas là du tout, ce n'est pas une posture d'accusateur, de plus vertueux. Il veut se venger de n'avoir rien obtenu. Donc il est vraiment dans une posture de bassesse. Ce trait est évidemment incompatible avec la sagesse grecque et surtout celle de Diogène. Je cite, « À celui qui poursuivait la courtisane de ses avances, Diogène dit « Pourquoi veux-tu obtenir, malheureux, ce qu'il vaut mieux ne point obtenir ?» Et aux Athéniens qui cherchaient Démosthène, vous savez, le grand orateur, le démagogue, celui qui dans le peuple, à l'assemblée, parlait et influençait les gens, et donc était en fait, en quelque sorte, le gouverneur des âmes de ces gens, parce qu'il gouvernait leur représentation par le langage. Donc aux Athéniens qui cherchaient Démosthène, il répondit « Le démagogue des Athéniens, c'est lui. Le sexe mène le monde, ne vous laissez pas prendre. Hein » Donc il y a donc aussi dans l'obscène une forme d'agressivité, toujours affleurant la surface. Hein ? Lorsqu'on perçoit que sous couvert de censure vertueuse ou d'humiliation d'une fausse grandeur, le franc-parler ne fait en fait qu'exprimer la démesure des passions de qui l'utilise, l'obscène décourage la joyeuse humeur du rire, qui, elle, est socialement égalisatrice. Hein ? L'ostension, le mettre sous le nez ce qu'on refuse de voir, se retourne alors en ostentation, c'est-à-dire en mise en scène de la supposée supériorité de celui qui en fait étalage et se croit pour cela tout permis. Au chapitre précédent, Panurge a vaincu l'anglais Thomas, il en est devenu prétentieux et vain, il fait, dit Rabelais, bien valoir sa braguette, et il croit que nulle femme ne saurait plus lui résister. L'obscénité qu'il dirige contre celle qui refuse, à ce moment-là, se condamne elle-même comme signe de l'hubris, de la démesure coupable de celui qui en use. Panurge mérite alors vraiment son nom. Il est celui qui ose tout, mais moins comme le courageux cynique que comme un con, pour reprendre le mot de Michel Audiard. Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Donc sur ce renversement toujours possible de l'obscène, quand il est signe de l'hubris, et que Rabelais nous fait ici parfaitement sentir, une dernière anecdote avant de conclure. Diogène est invité chez Platon, qui était très riche. Marchant dans le vestibule sur un tapis, dont Platon était fier, Diogène s'exclame à la cynique « Je marche sur l'orgueil de Platon ». À quoi ce dernier, qui était présent, répondit « Oui, Diogène, avec un autre orgueil ». Donc, en conclusion, en manière de conclusion, qui n'est pas vraiment une conclusion, mais bon, bref, vous comprenez mieux pourquoi je ne me suis pas demandé ce que cache l'obscénité rabelaisienne, mais ce qu'elle montre. Des culs et des braguettes, non. Elle montre les dents. Celles qui se découvrent quand on rit, celles qui se découvrent quand on mord. Je cite ici
Michel Clément, encore une fois, alors que le bien-dire envahit l'espace public, le dire vrai des cyniques, incisif, est apte à façonner des formes littéraires inédites et à procurer de nouveaux moyens critiques. Contre ceux qui prémunissent la morale des discours bien pensants, Diogène n'affirme-t-il pas crânement que l'exercice de la vertu n'est pas pour les pisse-froids, qu'on peut être obscène et vertueux, violent et pédagogue, tout en restant joyeux entre mille. Ce jugement de Michel Clément, certainement, il est juste et je le partage jusqu'à un certain point. Obscène et vertueux. Cette alliance de mots définit le paradoxe cynique, auquel veut sans doute participer Rabelais. On en a vu tout à l'heure, puisque Stéphane nous a montré cette espèce d'alliance et dire pourquoi est-ce que finalement, à un certain moment, il y a un partage. Bon. Ce contre quoi semble protester constamment Rabelais Diogène, en usant et abusant des munitions que lui fournit l'obscène. Dès que l'occasion lui est donnée de lancer des boules puantes en chapelet, c'est la convenance et la contenance, ordre social qu'on qualifiera plus tard de bourgeois, et dont le fondement est la maîtrise individuelle d'un certain paraître résumé dans les bonnes manières. Bon. Ce dernier type d'artifice, pour un cynique, représente parfaitement l'antinature, la dissimulation, le rejet de la simplicité. Rien ne saurait le rappeler plus fermement que l'ostension des parties honteuses, en actes et en discours, par laquelle la nature et ses droits se rappellent à la convention et à ses vanités. Donc les culs de Rabelais sont les trompettes de Géricault sonnant contre les murs de la pudibonderie, oui. Toutefois, la force de cette ostension peut aussi échapper à ceux qui en font montre. Et le cynisme, comme un juste usage de l'obscène, paraît parfois dans l'œuvre de Rabelais comme débordé et vaincu par son propre mouvement de provocation. Et vaincu, c'est beaucoup. Lamartine, comme tant d'autres, a pu s'y tromper. Néanmoins, la véhémence de sa protestation, en apparence hors de proportion, doit être entendue comme un signal. La richesse de Rabelais réside aussi dans la manière qu'il a d'inquiéter nos catégories morales sans nécessairement apporter de quoi les rassurer. Je vous remercie. Et le tout de son cru. Oh, bon. Je ne sais pas si vous avez des questions ou si on boit un coup. Oui, on va boire un coup. Voilà, et puis on pourra discuter. Ah, mais si, il y a quand même Philippe. Simplement savoir si on peut voir la fin de la phrase. Les culs de Rabelais sont les trompettes de Géricault tenant contre les murs de la pudibonderie. Les murs, merci. Inspiré en lettres d'or dans les toilettes. Bien sûr, bien sûr. Après un bon plat de haricots. Bon, donc ici s'achève le Festival de nourritures élémentaires.